Bonjour mesdames, bonjour messieurs. En l'absence d'Assemblée générale en 2020, ce rapport d'activité reprendra les faits marquants des 2 années cynégétiques passées, 2019-2020 et 2020-2021. Malgré les conditions que toutes et tous ont connues, dans le respect des instructions gouvernementales, le Conseil d'administration s'est réuni 19 fois depuis l'Assemblée générale de 2019, dont plusieurs fois en visioconférence. Suite aux mesures sanitaires du printemps 2020 et en application de l'arrêté ministériel et du décret 2020-580 du 18 mai 2020, un conseil d'administration a pu être tenu en lieu et place de l'Assemblée générale 2020. Toutefois, le Conseil d'État a jugé illégal le fait qu'un conseil d'administration puisse se donner quitus lui-même à sa propre gestion. Ainsi, les résolutions concernant l'approbation des comptes arrêtés au 31 juin 2019 et le quitus pour sa gestion devront faire l'objet d'un vote ce jour lors de cette Assemblée générale ordinaire. Pour permettre la continuité des activités fédérales et cynégétiques, le Président a fait voter lors du Conseil du 25 mai 2020 l'ensemble des autres résolutions qui ont été adoptées. Le 20 mai 2020, le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période 2020 à 2026 est signé par Monsieur le Préfet. Cette signature met un terme à de longues négociations avec nos partenaires. Le 12 juin 2020, des membres de la Fédération rencontrent la profession agricole afin d'aborder tous les sujets communs aux 2 familles. L'aménagement des plaines, la communication, les ésodes, les dégâts. Les 5 et 6 septembre, la fête de la ruralité de Compiègne, qui réunit les fédérations de chasse des Hauts-de-France, nous permet de goûter à un week-end en semi-liberté. Le 23 octobre 2020, les acteurs cynégétiques du monde rural, présidents d'associations, rencontrent les députés du département pour dénoncer les attaques portées à l'encontre de certains modes de chasse et plus largement contre les activités rurales. Réforme de la chasse. La mesure phare qui restera sûrement dans les esprits est le permis national à 200 €. Mesure qui permet à chacun de se déplacer dans tout le pays pour y chasser avec un prix de permis équivalent au départemental. Pour la saison 2019-2020, les chasseurs de laine ont opté à 75% pour le permis à 200 €, alors qu'il n'était que 15% à prendre un permis national la saison précédente. Vous pouvez voir les chiffres donc sur le tableau. Cette mesure a abouti à la disparition des permis bidépartementaux. Les chasseurs venant d'autres départements qui prenaient ce bidépartemental ont opté également pour le national, d'où une baisse sensible de permis pris dans l'Aisne de l'ordre de 940 permis. Donc sur 11 948 permis en 2019-2020, 9 046 étaient des départementaux et étaient des nationaux et 2 902 des départementaux. À souligner que pour les mêmes raisons, les permis temporaires ont également fortement baissé. L'effet collatéral est la baisse proportionnelle des timbres grand gibier, qui avait, comme l'a dit le Président dans son rapport, l'avantage d'être la variable d'ajustement pour financer les dégâts dans un esprit de solidarité des chasseurs envers les détenteurs de plans de chasse. D'autres aspects moins spectaculaires sont issus de la réforme, le transfert des missions de gestion des plans de chasse individuels et des ACCA aux fédérations départementales. La mise en place de l'éco-contribution dans le but de créer un fonds biodiversité est alimentée par les chasseurs, 5 € par permis, et par l'État, 10 € par permis. Les agents de développement. La Fédération s'est engagée à faciliter l'embauche d'agents de développement par les GIC, afin de mailler le département au travers des unités de gestion. Pendant ces 2 années, des nouveaux agents de développement ont été déployés sur l'ensemble du département. C'est à ce jour 22 agents de développement qui concourent au respect du schéma départemental de gestion cynégétique, aux missions de police de la chasse, mettant en avant la prévention avant de sévir pour les délits les plus graves. Dans les secteurs où c'est nécessaire, ils participent à la prévention des dégâts grand gibier. La Fédération soutient financièrement les GIC avec agents, grâce historiquement au timbre emploi qui est de 21 € par permis et à la taxe hectare de 0,5 €. En contrepartie de cette taxe hectare, les adhérents des GIC ont vu leur contribution baisser dans les mêmes proportions. De plus, la Fédération aide les GIC dans la recherche de contrats de service. Ils rencontrent les communautés de communes et d'agglos pour créer des partenariats pour la régulation des espèces envahissantes, entre autres.
Dans ce financement des agents entrent également les subventions du Conseil régional sur des appels à projets, suivi des populations de perdrix grises, suivi des populations de blaireaux, Hauts-de-France propre. Il ne faut évidemment pas oublier de remercier les présidents de GIC et leurs conseils d'administration qui, rappelons-le, sont des bénévoles et qui font un travail remarquable, tant dans l'encadrement de leurs agents que dans les missions de gestion du gibier. Recensement des populations, proposition d'attribution petit gibier, animation de leur association. Le petit gibier. À cause des mesures sanitaires, les chasseurs ont vu leur temps de chasse réduit de façon importante. Grâce aux efforts de notre président sur le pont tous les jours avec les responsables d'associations, grâce à l'écoute de l'administration et de monsieur le préfet, la sanction a été réduite, à grand renfort d'attestations et de restrictions. Nous avons pu chasser le grand gibier et le pigeon, en oubliant évidemment la convivialité. Pour rendre un peu de jours de chasse aux chasseurs de petits gibiers, nous avons souhaité reculer les dates de fermeture et avons pu chasser le lièvre jusque fin décembre et le faisan jusque fin janvier. Certains pensent que le petit gibier a profité de cette trêve, mais c'est un mauvais calcul. Moins de régulation de prédateurs, moins d'agrainage, moins d'aménagement, moins de passion. S'il est vrai que les populations de lièvres et de faisans se portent de mieux en mieux, ce n'est pas dans le confinement qu'il faut en chercher la raison, car d'autres espèces continuent de souffrir et le confinement n'y a rien changé. Je veux parler de la perdrix grise et du lapin de Garenne en particulier. Il faut revoir la chasse au petit gibier dans sa globalité, pour que les chasseurs, et en particulier les jeunes, aient l'espoir de prélever au moins un gibier naturel dans sa journée. C'est à cette condition qu'il délaissera la carabine certains dimanches pour reprendre le fusil, et qu'il fera l'effort d'élever et de dresser un chien, auxiliaire indispensable pour assumer à fond sa passion. Pour le petit gibier et la petite faune de plaine, de réels problèmes subsistent ou apparaissent. Des solutions doivent être trouvées rapidement pour ne pas accélérer le déclin. C'est le cas des jachères et des cultures spécifiques pour les méthaniseurs, pour lesquels les fauches et les récoltes correspondent à la période de nidification et de mise bas des chevrettes. Ce sont des sujets récurrents pour lesquels peu de solutions ont été apportées. Le lapin de Garenne, qui constituait il y a bien des années la majorité des prélèvements de la chasse à la bigode, a quasiment disparu, victime des maladies et de la nouvelle forme du virus du VHD, le RHDV2. Les animaux observés en juin et juillet, qui donnent espoir aux chasseurs, sont souvent décimés à l'approche de l'ouverture générale. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, on en prélevait 29 500 en 2015 et seulement 12 100 en 2020, soit 2,5 fois moins. Par contre, dans les endroits où il reste des foyers, ils pullulent et provoquent des dégâts car il n'y a plus de chasseurs de lapins ni de furets. Ce sera peut-être le scénario de demain dans nos territoires si le lapin, et il en est capable, arrive à contourner naturellement ces problèmes de virus. C'est aux chasseurs que revient la responsabilité de favoriser le maintien des populations de lapins. Il faut maintenir le gîte et le couvert, préserver les talus, aménager les délaissés de l'agriculture et de la voirie, protéger et entretenir les zones enherbées en faisant prendre conscience à tous et à toutes qu'il faut sauvegarder coûte que coûte les chemins ruraux. Il faut faire admettre à ses voisins qu'il vaut mieux un peu de biodiversité que détruire systématiquement les responsables de quelques méfaits sur les cultures. Et surtout, ne pas se laisser dépasser par des populations qui peuvent exploser. Il faut chasser avec toutes les méthodes que nous permet la loi. La sauvegarde du lapin n'était jusqu'alors pas une priorité, malgré une chute drastique des populations. Une prise de conscience est née au niveau national, grâce en particulier aux actions de quelques fédérations et de l'Enclatra, Association nationale des chasseurs de lapins. Pour le lièvre, la situation s'améliore et nous atteignons par endroits des niveaux au plus haut depuis la mise en place des comptages. D'un indice kilométrique d'abondance de 3,93, en jaune sur le graphique, nous sommes passés en quelques années à 6,36, avec des attributions, en vert sur le graphique, et des augmentations de prélèvements conséquentes. La situation n'est pas uniforme dans le département, mais elle est très encourageante. Elle semble inversement proportionnelle à l'évolution des populations de renards, qui, grâce à l'implication de tous, chasseurs, piégeurs, déterreurs et louvetiers, semblent un peu mieux maîtrisées. Dans de nombreux endroits, la gale a bien aidé à cette régulation.
Pour les perdrix, la situation s'est stabilisée à un niveau très bas. Malgré un printemps chaud et sec qui laissait espérer une bonne reproduction, celle-ci a été décevante. La réforme du système de gestion de la perdrix grise a été l'un des points forts de ces 2 dernières années. La gestion avec bracelet n'ayant pas donné de résultats flagrants, nous avons souhaité libérer les énergies sur cette espèce, laissant chasser les perdrix grises avec un nombre de jours limité. Les résultats sont à ce jour peu mesurables du fait de la situation sanitaire. Pour cette espèce, plus que pour toutes les autres, nous savons que l'approche est multiple. Le piégeage et l'aménagement des territoires sont des variables fondamentales. Le renforcement des populations avec des oiseaux issus de souches sauvages semble encourageant. Si nous attendons beaucoup de la prochaine PAC et de nos partenaires avec la Chambre d'agriculture, nous avons aussi réformé les aides fédérales comme notre organisation interne. En passant une aide de 140 € par hectare pour nos jachères et cultures à gibier, nous avons quasiment doublé le nombre de contrats et de surfaces. Aux 155 contrats et 280 hectares de jachères implantés en 2020 s'ajoutent 3,7 km de haies, 12 km de bandes de miscanthus et 8 hectares de cultures faune sauvage implantées en partenariat avec les 2 agro-industriels, Sodelec et Elcher. Pour le faisan, l'espèce prend son essor sur l'ensemble du département. Malgré une absence de comptage en 2020, chacun peut voir au bord des routes, au moment de l'accouplement, que la population est en extension. Les attributions en vert sur le graphique, qui sont conditionnées par le comptage au champ, sont tout à fait cohérentes avec les prélèvements, en bleu. Une augmentation de 30% des prélèvements en 4 ans nous promettent un bel avenir. Les renforcements de population qui continuent sur certaines UG, Marne-Est, Marne-Ouest, Le Thon, HVO, donnent de bons résultats, mais nous sommes encore loin des capacités d'accueil et certaines unités de gestion devraient se donner plus de moyens. Grâce aux premières actions qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans dans les premiers GIC et l'expérience qui en découle, le faisan est l'espèce la plus aisée à réimplanter. La fédération encourage désormais le non-tir de la poule qui a donné des résultats spectaculaires dans certains départements voisins. Migrateurs et gibier d'eau. Le nouveau schéma a réformé un certain nombre de points pour la chasse des migrateurs. Suppression de la notion de poste fixe, suppression des limitations d'heures sur les territoires de moins d'1 hectare, précision sur les postes surélevés. Autant de simplifications pour les chasseurs de migrateurs. Pour autant, la chasse de ces espèces a connu des saisons compliquées. Quota zéro pour la tourterelle des bois, pas de chasse des oies en février. La grippe aviaire ou influenza a plombé une grande partie de la période de chasse, en particulier au gibier d'eau, en rendant très problématique l'usage des appelants. Au niveau départemental, nous avons l'avantage de nous appuyer sur 2 associations importantes, l'Association départementale des chasseurs de gibier d'eau et l'Association départementale des chasseurs de pigeons ramiers. Ces 2 associations sont force de proposition et d'investissement. En témoigne l'opération Nichoir Anatidé, lancée sur le département, soutenue par la fédération et qui a permis d'implanter plus de 600 nichoirs dans le département. Le déploiement de notre politique zone humide continue avec le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et nous avons passé la barre des 1000 hectares diagnostiqués pour 93 dossiers accompagnés. Les premiers financements de travaux sont engagés et du matériel est mis à disposition des chasseurs pour l'entretien des marais. Nous avons aussi fait l'acquisition par l'intermédiaire de la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage d'une nouvelle zone humide au cœur des marais de la Souche, à Liesse-Notre-Dame. Nous comptons sur ISNEA, l'Institut scientifique du Nord-Est Atlantique, dont nous sommes adhérents, pour nous apporter de véritables arguments scientifiques pour conforter les chasseurs de migrateurs dans leurs prélèvements. ISNEA effectue en collaboration avec de nombreuses fédérations des suivis de mouvements d'oiseaux, en particulier avec la technologie radar qui permet de compter les oiseaux et insectes en temps réel dans les couloirs de migration. Nous avons eu la chance d'héberger un de ces radars en 2020. Piégeage. Résultats et bonification à 75%. Nous avons choisi de maintenir des indemnités de piégeage à haut niveau. Ce budget est conséquent pour la fédération, plus de 140 000 € par an. Les piégeurs sont désormais indemnisés immédiatement lors de la remise des prises dans pratiquement toutes les unités de gestion. Les prises de prédateurs comptent maintenant pour 75% de la bonification dans les attributions de petits gibiers. Chaque unité de gestion est libre d'affecter ce pourcentage en fonction des espèces
et du prélèvement à la surface. La fédération aussi investit, avec le soutien de la région, dans l'équipement de 300 capteurs qui signalent à distance le déclenchement des cages, pour aider à lutter en particulier contre l'expansion du raton laveur. Un partenariat plus étroit a été mis en place entre la fédération et l'association des gardes particuliers et piégeurs de l'Aisne, qui ont leurs locaux à Pouilly-sur-Serre. À compter du 1er avril, la vente de matériel de piégeage et d'agrainage leur est transférée. Mais attention, le classement ministériel qui approche nous rappelle l'importance de remonter tous les témoignages et données qui permettront de justifier de la possibilité de continuer à piéger. Biodiversité marquée par l'éco-contribution et le soutien des régions Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, les 2 années passées ont vu le renforcement des politiques perdrix grises et aménagement, ainsi que l'engagement de programmes spécifiques. Oiseaux des jardins avec des animations en classe, hirondelles des Hauts-de-France avec la mise en place de 70 bacs à boue, sauvetage de la faune sauvage lors des travaux agricoles avec l'acquisition d'un drone et de 7 barres d'effarouchement placées dans les GIC. Zone humide Artois-Picardie avec l'acquisition du matériel spécifique mis à disposition des chasseurs. Ecosentia qui renforce notre politique des chemins ruraux avec 9 communes accompagnées en aménagement. Toutes ces missions et ce déploiement sont aussi marqués par une maîtrise drastique de nos effectifs fédéraux, avec 3 départs non compensés et l'élargissement de nos partenariats par convention, notamment au sein de Nature Agora avec MNO, Maison de la Nature et de l'Oiseau, et Chemin du Nord Pas-de-Calais-Picardie. Au niveau du grand gibier, 2019-2020 commençait mal pour le sanglier, avec une menace terrible venant de la Belgique, la peste porcine africaine. La saison de chasse finit avec un record de prélèvement historique dans l'Aisne de plus de 15 000 sangliers. Malgré la situation compliquée avec les contraintes sanitaires pendant la pleine saison des battues, le bilan 2020-2021 se solde par un prélèvement honorable de 20 487 grands gibiers, décomposés en 13 082 sangliers, 7 415 chevreuils et 990 grands cervidés. Les chevreuils, résultat timide. Vous voyez donc les graphiques sur votre écran. Avec 7 415 prélèvements pour 10 503 attribués en moyenne annuelle, le tableau de chasse du chevreuil de cette première année triennale est un peu décevant par rapport à l'historique des premières années des triennaux antérieurs. Le plus petit des grands gibiers aura certainement profité des conditions de chasse de régulation pour se faire discret dans les tableaux de chasse. Le pourcentage de réalisation de 71% est néanmoins meilleur d'un point par rapport à l'historique des premières années des triennaux antérieurs. Les prélèvements qualitatifs sont stables et se répartissent en 44% de brocards, 30% de chevrettes et 27% de chevrillards. Pour le sanglier, un peu moins cette année, mais encore beaucoup. 13 082 sangliers ont été prélevés lors de cette saison par rapport à une attribution moyenne annuelle de 16 136, soit un pourcentage de réalisation de 79%. En vert, l'évolution des attributions annuelles, en bleu, les réalisations. Alors que l'année dernière avait enregistré un nouveau record de prélèvement de 15 250 individus, il semble que dans certains secteurs, les efforts de prélèvement de 2019-2020 aient permis de faire baisser ou au moins de maîtriser les populations. Dans d'autres secteurs, nous sommes bien loin d'atteindre les objectifs et l'abondance des populations pose encore d'énormes problèmes. Au niveau qualitatif, on observe 48% de femelles et 52% de mâles. Parmi les femelles, 44% font plus de 50 kg, ce qui témoigne globalement que les femelles de cette tranche de poids ne sont globalement pas épargnées partout. Les individus de moins de 50 kg représentent 56% du prélèvement. Au niveau des cerfs, presque 1000, avec 990 grands cervidés tués par rapport à une attribution moyenne annuelle de 1209, le tableau suit l'évolution notable des attributions et affiche une réalisation de 82%. En vert, l'évolution des attributions annuelles, en bleu, les réalisations. Elle se décompose en 194 CM1, 76 CEM2, 348 biches et 372 faons. Dans l'unité de gestion de Saint-Gobain, la réalisation est de 313 individus, équivalente à la première année du précédent triennal, et elle n'a donc pas suivi la hausse des attributions.
Dans l'unité de gestion de l'actif-fort massif de Retz, la réalisation de 272 individus est en nette progression par rapport à la première année du précédent triennal. Dans l'unité de gestion de la souche, la volonté de baisser les populations a conduit à des attributions en nette hausse et à un prélèvement en relation avec 221 individus prélevés. Je vais maintenant passer la parole à Paul Corpel pour finir ce rapport d'activité sur les dégâts grand gibier. Je vous remercie de votre écoute. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'évolution des surfaces de dégâts de 2015 à 2020. Ouais, c'est bon. Donc au niveau de l'évolution, nous sommes à 1220 hectares en 2019, nous passons à 1145 en 2020, soit une diminution de 70 hectares, 75 hectares exactement. Au niveau des cervidés, nous étions sur une base de 100 hectares à peu près régulièrement depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, nous passons de 107 hectares à 165 hectares, donc une progression de plus 58 hectares pour le cervidé. Au niveau du sanglier, nous étions donc en général autour de 700-800 hectares. On est arrivé depuis quelque temps autour de 1000 hectares. Aujourd'hui, en 2019, nous étions à 1113 hectares et en 2020 à 980 hectares, ce qui nous fait une baisse de 130 hectares en sanglier. Donc globalement, une baisse légère des dégâts, 70 hectares en général pour les deux espèces. Et aujourd'hui, on peut dire que si à certains endroits ça a baissé fortement, on a par exemple 11 unités de gestion qui rentrent dans les clous du schéma départemental, c'est-à-dire autour de 670 hectares pour 623 hectares pour la surface acceptable dans le département. On a 11 unités donc qui respectent. On a 5 unités qui ne respectent pas du tout leurs engagements au niveau des surfaces dégâts de leur unité de gestion. On parle de l'Ourcq, du Chaunois, de la Souche, de la Champagne-Crayeuse et du Retz. Les autres sont en stagnation et beaucoup sont en baisse. Donc ça a été très profitable pour le Tardenois. Le Tardenois qui a été l'an dernier à 133 hectares est passé à 66 hectares cette année, avec une surface acceptable de 53. Ils ne sont pas encore dans les clous, mais ça faisait 58 qu'ils étaient avec des surfaces supérieures à celles de cette année. Au niveau de l'évolution du montant des dégâts, il est vrai que quand on monte en surface comme ça, le montant des dégâts progresse. Aujourd'hui, habituellement, nous étions sur une base de 700 000 € de dégâts. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de 1 million pour être à 1,2 million au niveau de 2019 et 1,1 million au niveau de 2020. Ce qui nous fait en général des dossiers d'indemnisation à hauteur de 1 000 € par hectare pour 2019 et 1 100 € par hectare pour 2020. Au niveau des dossiers, on s'aperçoit quand même que cette fois-ci on arrive à un nombre de dossiers très conséquent et on est sur une base par dossier. En 2019, on a par dossier 812 €. En 2020, 923 € par dossier. Après, on en arrive à l'évolution de la prévention des dégâts de grand gibier. Donc en kilomètres posés, vous avez en vert donc les kilomètres qui ont été posés depuis plusieurs années, qui correspondent donc grosso modo à 650 km. On est toujours sur les mêmes bases. Par contre, au point de vue coût du kilomètre, on est sur une base de prix de revient de 295 cette année,
288 l'an dernier, 293 l'année d'avant. Donc on peut considérer que nous sommes sur le même niveau et que ça nous coûte toujours au minimum du kilomètre autour de 300 €. La prévention qui s'élève donc à 204 000 cette année représente bien les 300 € de l'hectare, du kilomètre, pardon, étant donné qu'il y a 695 km. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la prévention avec plus d'investissement? Je pense que 204 000 € d'investissement pour une facture de l'ordre de 1 081 000 me semble représenter quand même un chiffre très significatif. Et dans le domaine des assurances, je pense que investir autant d'argent en prévention me semble assez conséquent.